Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'histoire d'aujourd'hui a connu de nombreux rebondissements en Italie et ça faisait un moment que je vous avais pas présenté une affaire italienne assez complexe. Là je vous emmène dans une partie de Cluedo, donc concentrez-vous au maximum, ça va être très long mais c'est vraiment nécessaire. Tous les détails que je vais vous donner sont nécessaires et si vous aimez les énigmes, vous allez être servi, croyez-moi. Avant que j'oublie, mon roman est à présent disponible sur Amazon en format papier et numérique, je vous mets le lien en espace info. C'est un polar qui se déroule entre la France et l'Algérie et comme vous me l'avez demandé avec beaucoup d'insistance, je prépare actuellement une suite. Donc bon, pour ceux qui l'ont déjà lu, ne spoilez pas dans les commentaires et pour les autres, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le lien que je vous mets en espace info et dans un commentaire épinglé. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Almeno per quanto mi riguarda, stava raccontando esattamente l'incontrario di quello che aveva raccontato a me. Poi sentendo Sergio, eccetera, abbiamo capito che lui inventava le storie. Lui andava in televisione dopo di noi e raccontava l'esatto contrario di quello che avevamo raccontato noi. Mia sorella intanto non si è suicidata, prima di tutto. Questo proprio escludo. Lei, secondo me, è stata uccisa. Aujourd'hui, je vous emmène à Trieste, en Italie. C'est une ville de 200 000 habitants située en Frioul-Vénétie et c'est ici que notre partie de Cluedo va démarrer. Le mardi 14 décembre 2021, aux alentours de 22 h, un homme de 71 ans du nom de Sebastiano Vicintin se présente au commissariat de police de Trieste avec deux amis pour signaler la disparition de son épouse, Liliana Rezinovic. Liliana a 63 ans, elle est retraitée et a priori elle a disparu dans la matinée. En tout cas, lorsque Sebastiano est rentré chez eux en fin d'après-midi, elle n'était pas là et personne ne sait où elle se trouve. Et le plus inquiétant, en tout cas ce qui confirme qu'on a affaire à une disparition inquiétante, c'est que ses deux téléphones portables et son portefeuille sont dans la maison. Elle a deux téléphones, un pour communiquer, un classique quoi, et un second pour prendre des photos. Donc si elle est partie, elle a simplement emporté le double des clés de leur appartement et son sac à main, mais sans son portefeuille. Ce qui est étrange, ça on peut pas le nier. D'après Sebastiano, voilà ce qu'il s'est passé dans la journée. Lui et sa femme se sont réveillés tôt comme d'habitude, peut-être aux alentours de 7 h du matin. Ils ont pris leur petit déjeuner ensemble, puis Sebastiano est parti de chez eux un peu avant 8 h pour faire quelques courses. Il est parti en voiture et ça lui a pris la matinée, puis il est retourné à l'appartement vers midi. Et sa femme n'était pas là. Cela dit, il a remarqué qu'il y avait son téléphone portable et son portefeuille sur la table du salon. Mais dans la mesure où la porte de l'appartement était fermée à clé quand il est rentré, il a pensé qu'elle s'était sans doute absentée un moment. Puis il a entendu le téléphone de sa femme sonner, c'était peu avant 15 h. Il a décroché en pensant que c'était sans doute elle. Il a demandé qui c'était, mais personne n'a parlé à l'autre bout du fil. Puis la personne a raccroché. Sebastiano dit qu'il a reposé le téléphone de sa femme, il est ressorti pour aller tester une caméra qu'il vient d'acheter, il a pris son vélo et il a roulé en dehors de la ville pour ses essais. Puis il est retourné chez lui vers 16 h et toujours pas de Liliana. Et c'est là qu'il a commencé à s'inquiéter. Alors certes, lui et son épouse ont l'habitude de faire leurs activités chacun de leur côté, ils sont pas collés l'un à l'autre, mais partir presque toute une journée sans son téléphone et sans le prévenir de l'endroit où elle se trouve, bizarre. Là, elle n'a même pas pris son téléphone principal et son portefeuille avec elle. Sebastiano dit qu'il a appelé le frère de Liliana, Sergio, pour savoir si sa sœur était avec lui, mais Sergio ne savait pas non plus où elle se trouvait. D'ailleurs, il a lui aussi tenté de l'appeler ce matin vers 9 h 30, comme il le fait habituellement, mais elle ne lui a pas répondu. Ce qui prouve qu'elle n'était déjà plus à l'appartement à ce moment-là et qu'elle n'est pas rentrée de la journée. Sinon, elle aurait rappelé son frère. Sebastiano raconte qu'il a attendu encore un peu. Il tentait de rationaliser la situation, mais vers 17 h 30, il a entendu le téléphone de Liliana vibrer. Elle venait de recevoir un SMS. Il a regardé, c'était une voisine de leur immeuble qui est également amie avec Liliana, Gabriella Micheli. Gabriella expliquait dans le SMS qu'elle voulait passer voir Liliana, elle voulait apparemment lui remettre un gâteau. Donc Sebastiano l'a rappelé, lui a expliqué qu'il ne savait pas où se trouvait sa femme et qu'il était de plus en plus inquiet parce que personne ne savait où elle était. À ce moment-là, il a demandé à Gabriella si elle pouvait le rejoindre chez lui avec son compagnon Salvatore Nasti parce que la situation l'angoissait de plus en plus, ce que Gabriella et Salvatore ont immédiatement fait. Ils ont attendu 1 heure ou 2, ils ont parlé avec Sebastiano, ils ont essayé de comprendre où pouvait se trouver Liliana, puis vers 22 h, ils se sont rendus au commissariat de police pour signaler la disparition de Liliana. Bon, je sais que ça fait beaucoup de détails, beaucoup de noms, beaucoup de ballerina, cappuccina, mimimi, mais croyez-moi, tout est très important pour la bonne compréhension de cette affaire. Et vous comme moi, on sait à quel point les affaires italiennes sont très complexes et elles ont besoin d'être détaillées pour bien comprendre.
Pour en revenir à nos moutons, le policier qui rédige le signalement de disparition demande à Sebastiano si Liliana était agitée ou déprimée ces derniers temps, ou dans la matinée. Est-ce qu'elle était bizarre quand il est parti de chez eux, par exemple? Est-ce qu'elle aurait voulu partir pour prendre du recul sur leur relation ou sur une situation en particulier dans sa vie? Bon, on suppose qu'elle a volontairement quitté leur domicile, puisqu'elle a emporté le double des clés et son sac, et qu'elle a refermé la porte derrière elle. Mais elle a laissé ses téléphones portables. Donc peut-être qu'elle déprimait, qu'elle ne voulait parler à personne, on ne sait pas. Sebastiano est catégorique, absolument pas, elle allait très bien. D'ailleurs, quand il est parti de chez eux dans la matinée, elle lui a fait coucou par la fenêtre, comme d'habitude, et elle allait sembler parfaitement bien. Ok, bon, la police prend en compte le signalement, mais sans pour autant le prendre très au sérieux, puisque Liliana est une femme adulte, et rien ne laisse penser qu'il lui arrivait quelque chose ou qu'on lui a fait du mal. Elle a le droit de partir et de faire ce qu'elle veut après tout. Oui, c'est vrai, ma foi, chacun fait bien ce qu'il veut, mais bon, Sebastiano et Liliana sont quand même mariés depuis 30 ans, les gars. Ils se sont rencontrés en 1989. À ce moment-là, Sebastiano était déjà marié, il avait 2 enfants avec sa femme. Mais il a tout quitté pour Liliana. C'était a priori l'amour fou, une évidence entre les deux. Et même si leurs familles respectives ont eu du mal à accepter cette relation au départ, ils ont fini par s'y faire. Ils ne leur ont pas laissé le choix. Liliana et Sebastiano n'ont pas eu d'enfants ensemble. Cela dit, ils ont vécu de belles années. Ils voyagent énormément, ils sortent très souvent, ils sont très entourés, surtout Liliana qui a toujours été très sportive. Elle participe à tout un tas d'événements du type marathon, vous savez, les événements sportifs. Disons que partir comme ça, quand on est autant inséré socialement, ça n'a pas de sens. D'autant qu'elle n'a même pas prévenu son frère Sergio, qui est sa seule famille en vie. Et tous les deux sont très proches. Donc même si elle avait voulu prendre un petit peu de recul sur sa vie, elle aurait prévenu son frère. Liliana est dépeinte comme très gentille, très sociable, elle est douce et elle est très prévenante avec ses proches. Si vraiment elle avait décidé de partir, elle aurait au moins prévenu le peu de famille qui lui reste. Et puis c'est une femme très organisée, Liliana. Elle aime quand les choses sont carrées, elle ne serait pas partie à l'arrache comme ça. Mais pour les enquêteurs, elle est majeure et vaccinée. Elle peut faire ce qu'elle veut. Sauf que le lendemain, donc le 15 décembre, un homme se présente au commissariat pour signaler lui aussi la disparition de Liliana. Il s'appelle Claudio Sterpin, il a 82 ans et c'est un ami de longue date de Liliana. Et il affirme qu'ils sont amants. Lui et Liliana ont été en couple 40 ans plus tôt, ils s'étaient séparés à l'époque, chacun avait refait sa vie, mais ils ont malgré tout gardé le contact parce qu'ils fréquentent les mêmes milieux. Ils sont tous les deux très sportifs, donc ils assistent aux mêmes événements sportifs dans la région. Et Claudio est même ami avec les voisins de Liliana, Gabriela et Salvatore. Alors au départ, la relation entre Liliana et Claudio était purement amicale quand ils se sont retrouvés, mais quand Claudio a perdu sa femme 1 an plus tôt, Liliana était prise de pitié et elle lui a proposé de l'aider dans ses tâches ménagères, ce qu'il a accepté. Logique. Depuis le mois d'août, elle se rend chez lui tous les mardis matins pour l'aider, entre autres, puisque leur relation a rapidement évolué. Ils ont repris une relation sentimentale. Alors oui, Claudio a 82 ans, c'est vrai, mais il est toujours en forme et c'est un bel homme, objectivement. Après, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que dans la mesure où Liliana et lui ont été en couple 40 ans plus tôt, quand ils étaient plus jeunes, quand ils se sont retrouvés quelques mois plus tôt, ils avaient gardé le contact, mais c'était, vous savez, un contact... on va dire à distance, là 4 mois plus tôt, voilà, ils se voyaient beaucoup plus souvent et peut-être que ça a fait renaître en eux la flamme de leur jeunesse. Bref, hier, donc le 14 décembre, c'était un mardi, donc le jour des tâches ménagères de Liliana, on va dire ça comme ça. Claudio et Liliana se sont eus au téléphone dans la matinée, à 8h22 exactement, et Liliana lui a expliqué qu'avant de passer le voir, elle devait d'abord se rendre dans un magasin de réparation de téléphone pour son téléphone portable. Mais ce serait rapide, elle serait chez lui vers 10h. Pourtant, elle n'est pas venue et elle ne l'a pas appelé pour le prévenir de son retard. Claudio a tenté de la joindre vers 11h, pas de réponse. Et ça ressemble pas à Liliana. Liliana, c'est une femme qui est très ponctuelle, elle prévient en cas d'empêchement. Claudio explique aux enquêteurs qu'il s'est inquiété, il s'est alors rendu dans le magasin de réparation de téléphone, il a donné la description de Liliana pour savoir si elle était venue, mais personne ne l'avait vue. Et les heures qui ont suivi, il a roulé dans tout Trieste, en particulier vers le domicile de Liliana pour la rechercher. Mais aucune trace d'elle. Il dit que vers 14h45, il a de nouveau appelé le numéro de Liliana et là, un homme lui a répondu. Mais avant qu'il ait le temps de demander qui c'était, la personne a raccroché. Et Claudio ne sait pas qui était l'homme, il ne l'a pas reconnu, mais il pense qu'il pourrait s'agir du mari de Liliana, Sebastiano. Et c'était effectivement Sebastiano, puisque souvenez-vous que quand il a déposé, il a lui-même mentionné ce coup de fil. Cela dit, les deux dépositions divergent, puisqu'on a d'un côté Sebastiano qui dit avoir demandé qui était au bout du fil, et Claudio qui dit que l'homme a rapidement raccroché. Donc lequel des deux croire?
Je ne sais pas. Bon, après ce coup de fil, Claudio raconte qu'il était de plus en plus inquiet parce que Liliana ne le recontactait pas. Donc il a appelé son ami qui est également le voisin de Liliana, Salvatore. Il lui a donné rendez-vous près de chez lui, donc c'est-à-dire près de l'immeuble de Liliana. Il était aux alentours de 16h30 et là il a avoué à son ami que lui et Liliana avaient une liaison depuis quelques mois. Et le problème c'est qu'elle avait disparu depuis ce matin. Pour vous donner un peu plus de détails sur Salvatore et sa compagne Gabriella, ils ont tous les deux la petite soixantaine et ils sont retraités de la police. Donc quand Claudio raconte toute l'histoire à Salvatore, il pense sans doute qu'il pourra l'aider à comprendre ce qu'il se passe. Mais Salvatore lui dit qu'il n'en sait rien, il n'était même pas au courant que Liliana avait une liaison avec lui, pour vous dire. Bon, à partir de là, les gars, je veux une concentration maximale parce qu'il va y avoir une divergence entre les déclarations de Claudio et celles de Sebastiano, le mari de Liliana. Je sais que ça fait beaucoup de petits bonhommes à ce stade de l'histoire, mais vraiment, c'est nécessaire et vous n'êtes pas encore prêts pour la suite avec tous les détails qui vont arriver. Donc, Claudio explique toute l'histoire à Salvatore, la liaison avec Liliana, le fait qu'elle n'est pas venue l'aider dans la matinée et le fait qu'elle ne réponde pas à son téléphone depuis ce matin. Là, Salvatore prévient sa compagne Gabriella pour qu'elle les aide à percer le mystère, on va dire ça comme ça. Gabriella appelle Sergio, le frère de Liliana, qui lui dit qu'il ne sait pas où se trouve sa sœur. Il ne l'a pas eu au téléphone ce matin et lui aussi commence à s'inquiéter. D'après Claudio, Gabriella a leur proposé de contacter Liliana pour lui dire qu'elle passait chez elle lui remettre un gâteau, comme elle le fait occasionnellement. Mais bon, là, le but, c'était de vérifier si Liliana répondait au téléphone et si elle était chez elle. Bon, c'est vrai que c'est bizarre comme plan, on va dire ça comme ça, mais passons. Quand Gabriella a envoyé le message à Liliana, c'est finalement Sebastiano qui lui a répondu. Vous vous souvenez que Sebastiano a vu le téléphone de sa femme vibrer, elle avait reçu un message de la voisine, donc il a répondu. Et c'est à partir de là que Sebastiano lui a dit que sa femme avait disparu et qu'il lui a demandé si elle pouvait passer chez lui avec Salvatore, son mari. Et après quelques heures, Sebastiano s'est rendu au commissariat avec ses voisins pour signaler la disparition de sa femme. Et pour rappel, c'est Claudio, l'amant, qui raconte ça dans sa déposition. Mais Gabriella et Salvatore seront interrogés par la suite et ils confirmeront ces déclarations. D'après eux, Sebastiano ne semblait pas inquiet quand ils sont passés le voir et c'est eux qui auraient insisté pour aller faire un signalement au commissariat. Ça rentre en contradiction avec les déclarations de Sebastiano parce que d'après lui, c'est lui qui a proposé à ses voisins d'aller signaler la disparition de sa femme. Donc là encore, qui ment, qui dit la vérité, non lo so. Jusque-là, j'espère vraiment que vous me suivez, que vous n'êtes pas perdus avec tous les noms et restez concentrés per favore. Bon, au vu des déclarations de Claudio, dans la mesure où Liliana est portée disparue et qu'elle avait un amant, ce que les enquêteurs veulent savoir, c'est s'il ne s'agit pas en fait d'un meurtre conjugal. Une femme qui a une liaison et qui disparaît mystérieusement, c'est forcément à ça qu'on pense en premier. Mais sur ce point, Claudio apporte un peu de nuance. Alors ça, c'est au départ en tout cas, dans ses premières déclarations, parce que par la suite, il va complètement changé de mindset. Donc d'après ce qu'il savait, d'après ce que lui avait confié Liliana, Sebastiano n'était pas au courant de leur liaison. En tout cas pas avant le 14 décembre. Elle n'en avait pas parlé à Sebastiano, mais elle comptait le faire. Ce que raconte Claudio, c'est que le mariage de Liliana et Sebastiano était mort en fait. Ils ne s'aimaient plus depuis quelques années déjà, ils restaient ensemble par habitude, mais depuis qu'elle avait repris sa relation avec Claudio, elle y voyait plus clair dans sa vie. Alors certes, elle n'a jamais parlé à personne de cette liaison, mais elle comptait officialiser leur relation d'ici une semaine. Elle avait prévu de quitter Sebastiano pour s'installer ailleurs d'ici les fêtes de fin d'année. Et c'est vrai que d'après les relevés téléphoniques de Claudio et les différents messages qu'ils s'échangeaient lui et Liliana, leur relation semblait vraiment sérieuse. Claudio envoyait tous les matins un SMS à Liliana pour lui souhaiter une bonne journée et ils communiquaient souvent ensemble. Et toujours d'après Claudio, même s'il n'y avait plus d'amour et plus vraiment de lien dans le mariage de Liliana, sa relation avec Sebastiano était toujours aussi malsaine. Sebastiano était apparemment très autoritaire avec Liliana. Elle n'avait pas vraiment son mot à dire sur leur routine et sur leur vie de couple. Elle subissait son mariage d'une certaine façon. D'où sa décision de quitter son mari. Alors toujours d'après Claudio, un mois plus tôt, lui et Liliana avaient déjà évoqué la possibilité pour elle de divorcer le plus tôt possible pour être avec lui, mais Liliana lui avait confié qu'elle ne pouvait pas faire ça. Elle ne se sentait pas encore prête parce qu'elle avait des scrupules vis-à-vis de Sebastiano. Il dépendait presque entièrement d'elle financièrement. Bon, ça c'est un point important dans ce dossier puisqu'il s'avère que tout était à son nom à elle. L'appartement, leur voiture, la moto que Sebastiano utilise. Elle était employée régionale quand elle travaillait, donc sa retraite est plutôt élevée. Contrairement à Sebastiano qui lui était photographe. Mais dernièrement, elle en avait reparlé avec Claudio et elle avait pris la décision de quitter son mari pour vivre son histoire avec Claudio. Enfin.
Ça, les gars, c'est une déposition très intéressante. Et déjà, il y a 2 points très importants à ce stade de l'histoire. Le premier, c'est que si on en croit les déclarations de Claudio, qui sont de toute façon facilement vérifiables grâce au relevé téléphonique, Liliana s'est évaporée après avoir dit à Claudio qu'elle se rendait au magasin de téléphonie avant de passer le voir. Ça signifie qu'elle avait fait ses plans pour la matinée. Donc aucune raison de disparaître volontairement. Puisque concrètement, pour le moment, c'est un peu l'argument de la police. Liliana est une femme adulte, elle est vaccinée, donc elle peut disparaître si elle le souhaite. Là, ça ne colle pas. Le deuxième point, c'est les voisins, Salvatore et Gabriella. Ce sont eux qui ont accompagné Sebastiano au commissariat pour signaler la disparition de Liliana et à aucun moment, ils n'ont parlé de leur rendez-vous avec Claudio, que ce soit à Sebastiano ou aux enquêteurs. À aucun moment, ils se sont dit que ça pourrait permettre d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante, justement. Salvatore et Gabriella savent que Liliana a un amant et qu'elle a disparu avant de partir le voir. Et en bons retraités des forces de police qu'ils sont, ils n'ont pas jugé bon d'en parler à la police. Quoi qu'il en soit, à la suite de la déposition de Claudio, toujours aucune nouvelle de Liliana. Et dans la mesure où c'est une femme adulte, disons que sa disparition n'est pas vraiment prise au sérieux. Enfin, c'est pas que c'est pas pris au sérieux, mais c'est qu'il y a un contexte. À ce moment-là, si vous vous souvenez, on est en plein Covid, les gars. Donc, je dirais pas qu'il y avait moins d'effectifs de police, mais les urgences étaient multipliées. Je ne sais pas si je peux dire que les urgences étaient multipliées, mais en tout cas, c'était un contexte un petit peu particulier. De son côté, Sebastiano contacte à plusieurs reprises le commissariat pour savoir si l'enquête avance, mais on lui répond systématiquement la même chose. Liliana est une femme adulte et elle a le droit de disparaître. Mais progressivement, la nouvelle de la disparition de Liliana fait le tour de la presse. Une femme de 63 ans mystérieusement disparue dans le néant alors qu'elle venait d'indiquer à son amant qu'elle le rejoignait chez lui, ça donne pas l'impression d'une disparition volontaire, ça, non. Et sans doute grâce aux médias, le parquet de Trieste ouvre finalement une instruction pour séquestration le 21 décembre, soit une semaine après la disparition de Liliana. Alors pourquoi séquestration ? Parce qu'on suppose qu'elle est séquestrée quelque part dans la mesure où elle ne réapparaît pas. Dès le lendemain de l'ouverture de l'instruction, une commerçante du nom d'Iva contacte le commissariat pour apporter son témoignage. C'est une vendeuse de fruits et légumes qui a son commerce à quelques rues de chez Liliana et ce qu'elle raconte, c'est que le 14 décembre, donc le matin de la disparition de Liliana, entre 8h15 et 9h, elle a vu passer Liliana devant son magasin. Elle portait une sorte de bomber noir et elle avait un masque sur le visage. Vous savez, les fameux masques pendant la période Coco. Elle ajoute que Liliana avait l'air un petit peu pensif, peut-être même un peu au bout de sa vie. Alors c'est vrai qu'on pourrait se demander comment la commerçante a pu reconnaître Liliana avec son masque. On voyait pas grand chose avec à l'époque. Eh bien Iva en est convaincue parce que Liliana est l'une de ses clientes régulières. D'ailleurs elle est facilement reconnaissable grâce à sa coupe de cheveux. Elle a une mèche blonde au niveau de la frange. Ça, c'est un témoignage qui est très intéressant. Et si on en croit les déclarations d'Iva, ça prouve que Liliana est bien sortie de chez elle ce matin-là. Donc s'il lui arrivait quelque chose, c'est en dehors de chez elle. Mais ce qui est bizarre, c'est que si c'est vraiment Liliana qui a aperçu, ça signifie qu'elle se rendait à la boutique de téléphonie, non ? Sans son téléphone et son portefeuille. Étrange, non ? Bon, à ce stade de l'histoire, vous vous dites certainement qu'il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, et je sens à travers mon écran que vous vous posez la question... Est-ce que l'emploi du temps de Sebastiano a été vérifié par les enquêteurs? Maintenant qu'il y a une instruction, oui. Sebastiano avait dit, si vous vous souvenez bien, que le 14 décembre, il est parti de chez eux vers 8h pour faire quelques courses, puis il est rentré vers l'heure du petit déjeuner et il est reparti à vélo tester sa caméra. Et il est retourné chez lui à 16h. Bon, ça c'est assez vague, il n'avait pas fourni plus de détails, si ce n'est qu'il devait faire des courses par-ci par-là et tester une caméra. Maintenant qu'une instruction est ouverte, il va falloir qu'il soit plus précis que ça, notre petit bonhomme. Donc il est réinterrogé pour connaître ses mouvements du 14 décembre. Et ce qu'il raconte, c'est que ce matin-là, il est parti au travail. Bon, en fait, Sebastiano est bien retraité, mais il exerce un métier au black. Il est aiguiseur de couteaux pour des poissonniers à Trieste. Et s'il ne l'avait pas dit jusque-là, c'est parce que c'est illégal. Il a un petit atelier à Trieste et en plus d'être un complément de revenu important pour lui, c'est sa passion. Et pour l'après-midi du 14 décembre, il dit qu'il a bien fait ses essais avec sa nouvelle caméra. Bon, là ça devient un peu technique parce que concernant son alibi du matin, c'est pas très clair. Il se serait rendu chez plusieurs poissonniers pour déposer les couteaux qu'il avait aiguisés dans son atelier. Il dit que ça lui a pris plusieurs heures puisque les poissonniers sont répartis dans toute la ville. Mais lorsque les commerçants ont été interrogés par les enquêteurs, ils ont dit qu'ils ne se souvenaient pas avoir vu Sebastiano ce matin-là. Cela dit, ce qu'il est important de préciser, c'est qu'ils ont été interrogés plusieurs semaines après la disparition de Liliana. Eux-mêmes ont reconnu qu'ils ne savaient pas. Il est peut-être passé comme il a pu ne pas passer. En tout cas, ils sont sûrs d'avoir récupéré
récupérer leurs couteaux. Mais, parce qu'on tient à être totalement impartiaux sur cette chaîne, Sebastiano passe habituellement le mardi pour remettre les couteaux. Donc s'il est vraiment passé ce mardi-là, les commerçants s'en souviendraient forcément, vu que c'est leur routine, non? Bon, là encore, seul Dieu sait, ma foi. Concernant l'après-midi, Sebastiano dit qu'il est parti faire son tour de vélo avec sa caméra en début d'après-midi. Puis il est retourné à son atelier, récupérer sa voiture et il est rentré chez lui. Il a fourni les vidéos de ses prises de vue aux enquêteurs et on voit qu'il a effectivement passé une partie de l'après-midi à faire des vidéos. Donc a priori, c'est un alibi qui se tient, pour le moment en tout cas. Et l'amant dans tout ça? Ok, c'est Claudio qui a prévenu les voisins de Liliana, mais c'est en allant le rejoindre qu'elle a disparu. La vendeuse de fruits et légumes l'a même aperçu longer la rue. Eh bien, il a lui aussi plusieurs alibis, a priori. Ses relevés téléphoniques prouvent qu'il a tenté de joindre Liliana toute la matinée, puis il s'est rendu au magasin de téléphonie pour la chercher, et il a ensuite contacté Salvatore, le voisin de Liliana et Sebastiano. Et le problème dans ce dossier, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est que dans la mesure où les recherches démarrent, une semaine, 15 jours après la disparition de Liliana, c'est compliqué d'obtenir des témoignages fiables, d'autant qu'on est en pleine période de coco, donc les gens sortent moins et surtout ils portent des masques. Et à côté de ça, la perquisition du domicile de Sebastiano et Liliana n'a rien apporté de concret non plus à l'enquête, si ce n'est qu'on a retrouvé plusieurs milliers d'euros dans un tiroir de Liliana et son sac à main dans son armoire. Jusque-là, on pensait qu'elle était partie avec son sac à main. Eh bien, en fait, non. Bon, alors, concernant la découverte du sac, il y a beaucoup de divergences sur la façon dont il a été retrouvé. Ce serait Sebastiano qui l'aurait trouvé dans le placard de sa femme et qui l'aurait remis aux enquêteurs lors de la perquisition. Et d'un autre côté, c'est écrit qu'en fait, ce sont les policiers qui l'ont retrouvé en fouillant les placards. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où c'est le sac qu'elle utilisait le plus souvent en hiver, bien écoutez, ça prouve qu'elle n'est jamais partie avec son sac à main, a priori. Et par rapport à l'argent en liquide qu'on a retrouvé dans les affaires de Liliana, écoutez, Sebastiano a toujours dit que sa femme pouvait cacher occasionnellement un peu d'argent en liquide dans l'appartement, donc ce serait pas un détail important. Mais là encore, a priori. Pour en revenir au sac à main de Liliana, ce que ça signifie à première vue, c'est qu'elle n'est jamais partie de chez elle avec, si tant est qu'elle est vraiment partie de son propre chef de chez elle. Parce que bon, concrètement, pourquoi est-ce qu'elle serait partie sans ses téléphones, sans son sac et sans son portefeuille, uniquement avec les clés de l'appartement? D'après Sebastiano, la seule explication possible, c'est qu'elle a descendu les poubelles avant de disparaître, ce qui expliquerait qu'elle n'a rien emporté avec elle. Il dit qu'en rentrant chez lui entre sa pause de midi, il a remarqué que les poubelles avaient été vidées, et comme c'est pas lui qui les avait descendues, c'est forcément elle. Ok, mais quoi alors? Elle décide de sortir les poubelles, puis de remonter chercher son sac et ses téléphones pour aller à la boutique de téléphonie? Qui fait ça? Tu jettes les poubelles en descendant, tu t'amuses pas à descendre les poubelles, puis à remonter chercher ton sac, en sachant que la porte de leur appartement était fermée à clé. Et même si c'est le cas, bon ok, on va dire qu'elle a descendu les poubelles, et ensuite, elle s'est évaporée dans le néant comme ça. Et les jours qui suivent, le mystère s'épaissit autour de la disparition de Liliana. Sebastiano et Claudio sont à présent au centre de cette disparition. Ils sont harcelés par les journalistes et ce qu'il ressort des témoignages de Claudio, c'est que la disparition de Liliana est forcément en lien avec leur liaison. En gros, si vous savez lire entre les lignes, c'est son mari qui s'est débarrassé d'elle. Mais Sebastiano maintient qu'il n'était pas au courant de leur liaison. Il n'a jamais eu le moindre soupçon. Donc pourquoi aurait-il fait du mal à sa femme? Il connaît Claudio, c'est vrai, mais uniquement comme l'ancien fiancé de son épouse. Il sait que Liliana est restée amie avec lui, qu'elle le voit, qu'elle l'aide, mais d'après lui, il ne se doutait pas un seul instant qu'ils avaient une liaison. Et contrairement à ce qu'affirme Claudio, leur mariage n'est pas mort, bien au contraire. Lui et Liliana s'entendent très bien, ils ont une bonne routine, ils voyagent, ils sortent souvent, rien qui laisse penser que sa femme voulait le quitter. Pourtant, c'est pas ce que pense l'entourage du couple, ou plutôt les amis proches de Liliana. Elle leur avait confié qu'elle souhaitait se séparer. Bon, elle n'avait pas parlé de sa liaison avec Claudio, a priori, encore une fois, mais elle voulait quitter Sebastiano. Alors, petite parenthèse, si j'emploie souvent a priori lorsque je vous raconte cette histoire, c'est tout simplement parce que les déclarations divergent tellement dans cette affaire. L'un va dire quelque chose, une semaine après, il va raconter autre chose à un journaliste, un an après, il affirme autre chose. Donc je préfère employer a priori. Alors, concernant le couple d'amis qui vit dans le même immeuble, vous savez, Gabriella et Salvatore, ils sont interrogés le 24 décembre, et ce qu'ils racontent eux aussi, c'est que la relation entre Liliana et Sebastiano était tout sauf saine. Gabriella dit par exemple que Sebastiano était un homme autoritaire avec Liliana, mais plus généralement avec tout le monde. C'était quoi, un petit tyran? Elle le décrit limite comme un tyran. Liliana n'avait jamais son mot à dire dans quoi que ce soit, elle subissait son mariage d'une certaine façon. Ce que confirme son mari Salvatore. Alors, lui ne dit pas qu'il y avait des tensions dans le couple, il ne les a même jamais vus se disputer, mais d'après lui, Liliana n'avait pas le choix de grand-chose dans son mariage. Sebastiano décidait pour tout et tout le temps. Il était
très possessif avec elle. Cela dit, aucun des deux ne l'a jamais vu se montrer violent physiquement avec Liliana, et pas non plus verbalement. Sergio, le frère de Liliana, est également interrogé quelques jours plus tard et il dépeint le même tableau. Lui, il connaît Sebastiano depuis presque 30 ans, à l'époque où sa sœur a commencé à le fréquenter alors qu'il était toujours marié, et déjà à cette époque, il trouvait que Sebastiano était beaucoup trop dominant avec sa sœur. Il décidait de tout et il était très possessif avec elle. Il n'a jamais pu se le saquer. Ok, partons du principe que Sebastiano était un monstre avec sa femme et qu'il lui a peut-être fait du mal. Mais si c'est vraiment le cas, où est-ce qu'il l'a caché? Et à quel moment? Puisque souvenez-vous qu'il a travaillé le matin, il a fait des essais avec sa caméra l'après-midi. Et la vendeuse de fruits et légumes a bien vu Liliana sortir de chez elle ce matin-là. En tout cas, longer la rue près de son commerce. Donc bon, est-ce que Liliana a décidé de tout plaquer à cause de cette liaison justement? Ou bien est-ce qu'elle aurait pu avoir un accident et son corps n'a jamais été retrouvé? Ou est-ce qu'elle aurait pu vouloir en finir avec la vie pour une raison obscure? Si elle avait décidé de partir, elle aurait au moins emporté un peu d'argent avec elle. Pourtant, ses comptes bancaires n'ont enregistré aucun mouvement depuis sa disparition. Et elle n'a pas touché à l'argent liquide chez elle. Si elle avait eu un accident, on aurait fini par retrouver son corps, non? D'une façon ou d'une autre. Et pour un éventuel suicide, la question c'est pourquoi? Sachant qu'elle devait retrouver son amant dans la matinée. En parlant d'amant justement, il y a un nouveau témoignage fort intéressant à ce sujet, celui de la propriétaire de la boutique de téléphonie, là où Liliana devait se rendre ce matin-là. Vous vous souvenez que Claudio avait assuré qu'il s'y était rendu pour chercher Liliana. Il avait même déclaré qu'il avait parlé avec la propriétaire de la boutique pour lui demander si elle avait vu Liliana dans la matinée. Cette femme est interrogée et elle est catégorique. Ce matin-là, il y avait très peu de monde à la boutique. On est en pleine période de coco et elle n'a vu ni Liliana ni Claudio. Elle s'en souviendrait si un vieil homme était venu à la recherche d'une femme. Et c'est pas le cas. Donc quoi? Claudio a menti, sachant que même l'alibi de Sebastiano n'a pas pu être confirmé. Donc les deux mentent. Mais encore une fois, il faut garder en tête que les témoins ont été interrogés plus d'une semaine après la disparition de Liliana. Donc peut-être qu'ils ont oublié. On n'est pas des machines, il y a forcément des choses qui nous échappent après une semaine, 10 jours. Ou alors, comme je vous l'ai dit, l'un des deux ment. Mais lequel? Et c'est là qu'un troisième homme va rejoindre notre histoire. Fulvio Cavallero. Je sais les gars, ça fait de plus en plus de monde, mais je vous avais prévenu. Bon, pour vous la faire simple, Fulvio et Liliana se connaissent depuis l'adolescence. Ils étaient amis à cette époque, ils se sont perdus de vue, ce qui est normal après 5 ans, 10 ans, 20 ans, bref. Et ils se sont recroisés quelques années plus tôt à Trieste. Ils ont repris contact et ils sont tout naturellement redevenus bons copains. Mais juste bons copains, ils se voient occasionnellement pour boire un café ensemble dans un bar de Trieste. Sans plus. Fulvio est interrogé le 28 décembre et ce qu'il raconte, c'est que lorsqu'il a vu passer la vie de disparition de Liliana sur Facebook les jours qui ont suivi sa disparition, il a appelé son numéro de téléphone, sans doute pour voir si elle avait finalement été retrouvée. Et là, c'est Sebastiano qui lui a répondu. Et c'était la première fois qu'il parlait avec lui parce qu'il ne le connaissait pas. Il dit que Sebastiano semblait bouleversé, tellement bouleversé que Fulvio a même contacté la presse locale pour leur dire que le couple était solide et que Sebastiano n'aurait pas pu faire le moindre mal à sa femme. Mais c'est pas tout. Fulvio est également ami avec Claudio, vous savez, l'amant. Alors oui, je sais, Trieste est une toute petite ville apparemment. Le 23 décembre, Fulvio et Claudio se sont appelés pour parler de la disparition de Liliana. Et c'est là que Fulvio a appris que Liliana avait une liaison avec lui. Le 26 décembre, ils se sont rappelés pour reparler de la disparition de Liliana. Et cette fois, Fulvio a proposé à Claudio de l'accompagner effectuer des recherches dans la ville pour retrouver Liliana. Fulvio avait même préparé un itinéraire à suivre et ils ont longé le bois près d'un ancien hôpital psychiatrique, le San Giovanni. Et gardez bien ce détail en tête parce que vous vous doutez bien que si j'en parle, c'est pas par hasard. Bon, ce jour-là, les deux hommes ont marché, ils ont recherché Liliana, mais ils n'ont rien trouvé. Cela dit, ils ont eu une conversation intéressante. D'après Fulvio, Claudio lui a confié que Liliana n'était pas heureuse dans son mariage et qu'elle l'appelait sans cesse quand son mari n'était pas là. Et qu'elle pensait parfois à se donner la mort. Elle aurait dit à Claudio qu'elle songeait parfois à prendre les médicaments que son mari prend pour ses problèmes cardiaques afin de se tuer. Fulvio explique aux enquêteurs qu'il n'a pas du tout pris au sérieux les confessions de Claudio. Alors certes, il n'est pas très proche de Liliana, mais il la voit occasionnellement et il n'a jamais senti qu'elle voulait en finir avec la vie. Mais à la suite de ces déclarations, les enquêteurs se rendent au domicile de Liliana et Sebastiano et ils fouillent la pharmacie du couple pour vérifier si Liliana a ou non pris les médicaments, vous savez, de son époux là, pour ses problèmes cardiaques. Et d'après Sebastiano, il ne manque rien, donc elle n'a rien pris. Ça relance malgré tout l'hypothèse d'une fuite volontaire pour se donner la mort. Mais il y a malgré tout quelque chose qui ne colle pas.
Maintenant qu'une enquête est officiellement ouverte, les téléphones portables de Liliana sont entre les mains des enquêteurs. Ils sont analysés et outre les nombreuses conversations avec Claudio qui prouvent leur liaison, ce qu'on retrouve dans l'historique internet, ce sont des recherches récentes d'appartements. Depuis plusieurs mois, elle consultait des annonces sur des sites du type Le Bon Coin. Donc, Liliana était en train d'organiser son déménagement. Elle voulait effectivement quitter son mari. Alors pourquoi aurait-elle soudainement décidé de se donner la mort? Et là où ça se corse, c'est lorsque les enquêteurs interrogent la cousine de Liliana, Sylvia Radin. Sylvia et Liliana sont très proches, elles ont toujours été très proches, même si Sylvia vit à l'étranger, les deux femmes s'appellent régulièrement, elles se racontent toute leur vie, et Sylvia affirme aux enquêteurs que Sebastiano était sans doute au courant de la liaison de sa femme. En gros, quand Liliana a disparu, Sylvia a contacté Sebastiano pour savoir où en étaient les recherches, ils ont parlé de Claudio, vu que on venait d'apprendre qu'il avait une liaison avec Liliana, et quand Sylvia a justement demandé à Sebastiano s'il était au courant de cette liaison, il n'a pas dit non. Et il était même au courant que sa femme devait passer le week-end suivant sa disparition avec Claudio. Donc il le savait, ou au moins il avait des doutes. Et c'est plus la seule à penser que Sebastiano était au courant de cette liaison, puisque dorénavant, Claudio, l'amant, qui est réinterrogé à la fin du mois de décembre, pense lui aussi que Sebastiano le savait. Claudio a discuté avec Sylvia, la cousine de Liliana, et elle lui a raconté la conversation avec Sebastiano. Donc maintenant, il n'y a plus de doute. Et d'après Claudio et Sylvia, ça expliquerait l'argent qu'on a retrouvé dans les affaires de Liliana. Vous savez, l'argent liquide retrouvé dans ses tiroirs. Elle organisait sa fuite. Il y a un autre témoignage qui va plus ou moins dans ce sens, c'est celui de Gabriella, la voisine du couple. Lorsqu'elle est réinterrogée, elle aussi à la fin du mois de décembre, elle affirme qu'elle a discuté avec une amie qu'elle a en commun avec Liliana, Laura Grassi. Donc les deux femmes ont discuté, elles ont longuement parlé de la disparition de Liliana, et Laura a affirmé à Gabriella qu'elle avait assisté à une dispute entre Sebastiano et Liliana à propos de Claudio. En gros, il n'appréciait pas que sa femme aille aider Claudio à récurer ses chiottes. Et il avait l'air de se douter qu'il se passait quelque chose. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de déclarations, beaucoup de contradictions aussi dans les déclarations des uns et des autres, mais si j'insiste sur certains points, c'est parce que concrètement, ce serait cette liaison qui aurait conduit à la disparition de Liliana. Si Sebastiano savait que sa femme le trompait, alors il avait une raison de la faire disparaître. Mais d'après certains proches de Liliana, le mobile ne serait pas à proprement parler la liaison, mais davantage la fuite de Liliana. Si Liliana quittait Sebastiano, il perdait son pourvoyeur de fonds, puisque souvenez-vous que tout est au nom de Liliana. Donc le mobile serait davantage financier. Et à ce stade de l'enquête, dans la mesure où on ne sait toujours pas où elle se trouve, il y a 1001 scénarios possibles. Tout le monde y va de sa petite idée. Mais le 5 janvier 2022, le mystère est enfin percé. 3 semaines après la disparition de Liliana Rezinovic, un corps est retrouvé dans un bois à Trieste, près de l'ancien hôpital psychiatrique San Giovanni. C'est à environ 30 minutes à pied du domicile de Liliana. Et vous l'aurez compris, il s'agit de Liliana. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous expliquer les circonstances plutôt étonnantes qui entourent la découverte du corps. Et étonnant, c'est un euphémisme. Le matin du 5 janvier, donc le matin de la découverte du corps, vers 9 h du matin, Claudio se présente au commissariat pour faire part aux enquêteurs de ses réflexions. Liliana a disparu depuis 3 semaines maintenant, et à dire vrai, tout le monde pense qu'elle est probablement morte. Elle se serait manifestée sinon. Claudio a bien réfléchi depuis. Il a recherché Liliana dans toute la ville, sans succès. Mais ce qu'il pense à présent, c'est qu'il serait sans doute intéressant de rechercher du côté de l'ancien hôpital psychiatrique de la ville. Liliana lui avait confié qu'elle adorait se balader dans ce parc quand elle avait besoin de se ressourcer. Donc pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil? Qui sait? Les autorités sont déployées sur place quelques heures après et à 16 h on retrouve effectivement un corps caché dans de la broussaille. Liliana est allongée en position fétale et elle est enroulée dans 2 grands sacs poubelles noirs et 2 sacs en plastique recouvrent sa tête et sont maintenus au niveau du cou avec une cordelette. Comme c'est bizarre. La nouvelle de la découverte d'un corps dans le parc de l'ancien hôpital psychiatrique fait rapidement le tour de la ville, mais on ne sait pas encore qu'il s'agit de Liliana. Mais les médias se rendent sur place très rapidement, c'est la cohue, comme c'est d'ailleurs souvent le cas dans ce type d'affaires. On n'a pas la certitude que c'est Liliana, mais il y a de gros doutes. Et peu après l'arrivée des médias, c'est Sebastiano qui arrive lui aussi sur place avec un ami. Et disons que son intervention qui est filmée va faire basculer l'opinion publique, même si jusque-là, il était déjà dans l'œil du cyclone, n'est-ce pas? Comme je vous l'ai dit, le corps vient tout juste d'être retrouvé. On n'a pas encore la certitude qu'il s'agit de celui de Liliana, puisque la police n'en a pas fait part, mais Sebastiano fond en larmes. Et il nous fait presque une épitaphe, alors qu'on ne sait pas encore si le corps est celui de son épouse. Bon, après, pour sa défense, parce qu'il faut quand même être impartial, il y a de gros doutes sur l'identité du corps. Tout le monde est quasiment convaincu que c'est Liliana, mais disons que cette interview va jouer contre lui auprès de l'opinion publique.
Et pour ceux qui ont été attentifs, l'ancien hôpital psychiatrique, c'est pas là où Fulvio et Claudio se sont justement rendus le 26 décembre pour rechercher Liliana? Étonnant, n'est-ce pas? Tout comme la déposition de Claudio le matin de la découverte du corps, quand il a lui-même suggéré aux enquêteurs d'aller fouiller à ce niveau-là, non? Toujours est-il que le corps de Liliana est transporté pour être autopsié. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'il est très bien conservé. Ce que l'on peut attribuer peut-être au froid, même si c'est assez bizarre, puisqu'il n'y a aucune odeur de putréfaction. Rien. Bon, jusque-là, on va dire que ça passe. Les résultats de l'autopsie sont rendus publics quelques jours après, et les conclusions sont folkloriques. D'après les médecins légistes, il n'y a aucune trace de drogue ou de substance toxique dans l'organisme de Liliana. La mort est due à une insuffisance cardiaque et elle remonte à 48 heures avant la découverte du corps. Et aucune trace d'agression sexuelle, aucune trace non plus de morsure de bêtes ou d'insectes. Bon, là déjà ça commence à être bizarre, surtout l'heure de la mort. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'état du visage. Il présente plusieurs blessures assez profondes que les médecins légistes attribuent à une chute accidentelle. Conclusion, roulement de tambour les gars, il pourrait s'agir d'un suicide. Bon, si vous avez la possibilité de trouver les photos de son visage sur internet et la façon dont elle a été retrouvée, je vous invite à les regarder pour vous faire votre propre opinion. Moi je pourrais pas les insérer parce que c'est évident que la vidéo va sauter sinon, mais pour vous décrire ça, franchement son visage était méconnaissable, tellement les blessures étaient profondes. Il y avait plein de sang d'ailleurs qui recouvrait les sacs en plastique qu'on a retrouvés sur sa tête. Et malgré ça, il pourrait s'agir d'un suicide. Il y a un autre détail qui a été soulevé, ce sont les sacs qui recouvraient la tête de Liliana. Ils sont biodégradables. Alors, d'après certains questionnements, si Liliana s'est vraiment tuée le 14 décembre et que son corps est resté dans le parc pendant 3 semaines, pourquoi ne se sont-ils pas micro-fragmentés? Ce qui pourrait appuyer la thèse selon laquelle elle est morte du coup 48 heures avant la découverte du corps. J'ai quand même vérifié sur internet pour être le plus impartial possible et c'est indiqué que ce type de sac biodégradable se décompose en 6 mois en moyenne en fonction de la température. Et là, il a fait très froid. Cela dit, c'est vraiment dommage parce que je pourrais pas vous montrer la photo de la découverte du corps. Les sacs qui recouvraient le corps étaient en bon état. Ils semblaient neufs, ils étaient tout propres et ça, c'est aussi un point mystérieux parce que pendant ces 3 semaines, il a plu, il y a eu du vent, même si on part du principe qu'elle est restée 2 jours dans le parc. Si on se dit, ok, elle est morte 48 heures avant la découverte de son corps. Ok, il a quand même plu, il y a des insectes, il y a de la terre de partout, des branches d'arbres. Est-ce que c'est normal en fait de retrouver les sacs dans cet état? Si elle s'est donné la mort le 14 décembre, c'est sûr et certain qu'on n'aurait pas retrouvé les sacs dans cet état. Mais il faut aussi prendre en compte qu'on n'a pas retrouvé d'empreintes sur les sacs. Rien, pas même celle de Liliana d'ailleurs, ce qui est très étrange là aussi parce qu'elle est censée s'être enroulée elle-même dans les sacs. Cela dit, on a retrouvé des empreintes de gants et Liliana n'en portait pas. Et pour l'ADN, en plus de celui de Liliana, il y avait quelques traces biologiques masculines sur la cordelette qui entourait son cou, mais l'ADN ne correspond pas avec l'ADN de Sebastiano, Claudio et le voisin, Salvatore. Et comme rien n'est simple dans cette affaire, il s'avère que les sacs ont été contaminés par les agents de police quand ils ont découvert le corps. La police voulait rapidement confirmer l'identité de la victime pour transmettre l'information aux médias. Donc quand ils étaient sur place, donc dans le parc, ils ont un petit peu trifouillé, ils n'ont pas pris toutes les précautions nécessaires, donc ça a été contaminé. Ah, petite information importante que j'ai failli oublier de mentionner, on a également retrouvé un sac noir en lanière sur Liliana. Elle le portait comme ça en bandoulière, je crois qu'on dit ça comme ça. Et dedans, il y avait quelques effets personnels, mais pas de téléphone portable, pas de portefeuille, pas d'argent. Il y avait une petite bouteille d'eau, des mouchoirs, vous savez, des trucs, on va dire, clairement insignifiants. Et la tenue qu'elle portait correspond à celle décrite par la vendeuse de fruits et légumes, vous savez, Iva. Elle avait dit que Liliana était passée devant son magasin le matin du 14 décembre, entre 8h15 et 9h. Et la tenue correspond. Et d'ailleurs, elle avait mentionné que Liliana portait un masque, vous savez, les fameux masques pendant la période Coco. Et dans le sac, on a effectivement retrouvé un masque pour le Covid. Donc, ce que ça suggère, c'est que Liliana est vraiment sortie de chez elle ce jour-là pour se rendre au magasin de téléphonie. Mais sans son portable et sans son portefeuille. Et là encore, il y a un petit problème de taille, puisque le sac en question, vous savez, le sac qu'on a retrouvé sur elle, en fait, c'est un sac que Liliana utilisait durant l'été ou le printemps. Ce qui expliquerait la petite bouteille d'eau, le fait qu'on trouve des petits mouchoirs, rien de très important. Alors pour les hommes qui regardent cette vidéo, oui, nous les femmes, on a des sacs d'été, de printemps,
et des sacs d'hiver et d'automne. Et pour en revenir au sac que portait Liliana, toujours ce fameux sac qui, je pense, a une place importante dans toute cette histoire. On a retrouvé les clés de l'appartement dedans, mais ce sont les clés de secours de l'appartement. C'est pas le trousseau de clés qu'elle possède et qu'elle utilise. D'ailleurs, son trousseau de clés habituel ne sera jamais retrouvé. Avouez que ça devient de plus en plus incompréhensible toute cette histoire. Dans cette affaire, qu'on ne puisse pas déterminer avec certitude ce qu'il s'est passé à cause de la détérioration des preuves ou du manque de cohérence des derniers mouvements de Liliana, ça se comprend. Mais qu'on évoque le suicide pour une mort comme celle-ci, et dans la mesure où l'affaire est très médiatisée, personne ne croit à ce scénario surnaturel. Surtout que maintenant qu'on a retrouvé le corps, des témoins se manifestent pour renforcer la piste criminelle. Il y a bien sûr Yvain, la vendeuse de fruits et légumes, qui maintient ce qu'elle a dit. Liliana est bien passée devant son commerce le matin du 14 décembre. Et elle est convaincue de ce qu'elle a vu. Elle se souvient de la mèche blonde de Liliana, et puis la tenue qu'elle a décrite correspond. Il y a également une femme qui vit près de l'ancien hôpital psychiatrique de la ville, donc là où a été retrouvée Liliana, et elle affirme que le matin du 14 décembre, vers midi, elle a entendu un couple se disputer à proximité du bois. Mais il y a un autre témoignage qui est assez étrange. C'est celui d'une habitante de Trieste qui dit avoir vu Liliana le matin du 22 décembre. Elle serait passée en coup de vent devant elle et elle se dirigeait pas très loin du parc, donc là où on a retrouvé son corps. Et ce témoin est sûr de ce qu'elle a vu elle aussi. Elle a reconnu la mèche blonde. Bon, c'est vrai que ce dernier témoignage est assez intéressant parce que souvenez-vous que la mort de Liliana est estimée autour du 3 janvier. Mais ça voudrait dire qu'elle a erré dans tout Trieste pendant 20 jours et qu'il n'y a qu'une seule personne qui l'aurait vue. Bon, je veux bien qu'on soit en plein Covid à ce moment-là, mais quand même. Et elle était où pendant tout ce temps? Vraiment, c'est très bizarre, hein, et ça semble pas franchement crédible pour les autorités, dans le sens où il s'agit d'un seul témoin qui dit avoir à peine vu Liliana quelques semaines plus tôt. Mais elle s'en souviendrait. Comment est-ce qu'elle peut être sûre que c'était bien elle et que c'était bien le 22 décembre? Bon, dans les affaires criminelles, de toute façon, il y a souvent ce type de témoignage. Disons que les gens veulent aider. Après, pour ce témoin, elle s'est pas forcément trompée, elle l'a peut-être réellement vu. Moi, j'y étais pas, donc pour ma part, je ne sais pas. Et concernant l'heure de la mort, il y a 3 hypothèses qui ont été avancées pour expliquer cette incohérence, on va dire ça comme ça. La première hypothèse, celle en tout cas privilégiée par les autorités, c'est que le froid hivernal a conservé le corps dans des conditions optimales, ce qui a pu fausser l'estimation de la date du décès. Donc Liliana serait bien morte le 14 décembre, et dans la mesure où le froid a très bien conservé son corps, ça a faussé l'estimation et les médecins légistes ont dit 48 heures avant la découverte du corps à cause de ça. La deuxième hypothèse qui rejoint un peu la première hypothèse finalement, c'est que les médecins légistes se sont trompés sur l'heure de la mort parce qu'ils ne l'ont pas prise assez rapidement. Et la troisième hypothèse, c'est que Liliana a été séquestrée à un endroit pendant plusieurs semaines avant d'être tuée puis déplacée. Mais dans la mesure où le parquet estime qu'il n'y a pas eu homicide, c'est pas une hypothèse crédible pour les enquêteurs et pour les autorités. Et Liliana s'est certainement donné la mort le 14 décembre si on en croit les résultats d'autopsie, donc il n'y a pas eu d'homicide. Mais pour la famille et les proches de Liliana, ça ne passe pas. Elle a au moins été fourrée dans les 2 sacs poubelles, vous savez, les gros sacs poubelles noirs, donc quelqu'un était présent au moment de sa mort. Et le point qu'il est important de mentionner à ce stade de l'histoire, c'est Claudio et ses étranges intuitions. Vous trouviez bizarre que ce soit lui qui a indiqué aux enquêteurs le périmètre où se trouverait le corps de Liliana? Attendez d'entendre la suite. 1 heure après la découverte du corps, le 5 janvier, Claudio s'est entretenu au téléphone avec une journaliste. À ce moment-là, il ne le savait certainement pas, mais l'entourage de Liliana est déjà placé sur écoute par la police, puisqu'on estime qu'il y a peut-être séquestration, vu que c'est une disparition inquiétante. Durant cette conversation, Claudio a précisé à la journaliste que Liliana était retrouvée dans des sacs poubelles noirs. Mais l'info n'était pas encore sortie. La police venait à peine d'arriver sur place. Les autorités avaient tout au plus déclaré à la presse que le corps était emballé dans 2 sacs. Mais personne n'avait mentionné la couleur des sacs. Donc comment pouvait-il savoir ça? Et c'est ce que se demande tout le monde quand la presse reporte cette conversation de la journaliste avec Claudio. Donc quoi? C'est lui qui indique aux autorités où se trouve le corps, puis il donne une information non divulguée par la presse. Et c'est pas fini les gars. Le 22 février, donc plus d'1 mois après la découverte du corps de Liliana, Claudio et Sergio s'appellent. Sergio, c'est le frère de Liliana. Là encore, la conversation est enregistrée par la police. Durant cet appel, les 2 hommes évoquent les circonstances dans lesquelles on a retrouvé Liliana. Et là, Claudio explique à Sergio qu'au mois de décembre, donc avant la découverte du corps, il était parti rechercher Liliana avec son ami Fulvio, près de l'hôpital psychiatrique. Et déjà, à ce moment-là, il recherchait un corps caché dans un sac poubelle noir. En décembre. Personne ne savait que Liliana était morte en décembre. Donc pourquoi elle recherchait un corps dans un sac poubelle noir?
Vous vous souvenez de la datation de la mort? Les médecins légistes ont dit que Liliana est morte 48 heures avant la découverte de son corps, donc le 3 janvier. Et qu'est-ce que les enquêteurs découvrent en visionnant les images des caméras de la ville? La voiture de Claudio garée à proximité de l'hôpital psychiatrique la matinée du 3 janvier, justement. Ça, c'est quand même bizarre, non? Ça fait beaucoup pour un petit bonhomme. Mais comme ce dossier est l'un des plus complexes en Italie, l'analyse des données GPS des téléphones portables ne fait pas avancer l'enquête. Ce qu'il ressort de ces analyses, c'est que le téléphone principal de Liliana, donc celui qu'elle utilise pour ses communications, a borné chez elle toute la journée du 14 décembre. Ce qui signifie qu'elle ne l'a jamais emporté avec elle. Mais bon, ça on le savait déjà. Venons-en à Sebastiano. Le matin, à partir de 8 h environ et jusqu'à 9 h 15, son téléphone a émis plusieurs signaux et il a borné vers le centre-ville de Trieste, donc là où se trouve son atelier et les poissonniers. Le problème, c'est qu'il a également borné vers chez lui durant ce laps de temps. Bon, alors c'est pas vraiment un problème en soi, dans le sens où Sebastiano était en voiture, donc il a pu rouler près de son secteur pour se rendre chez un commerçant. Et puis, bon, les bornes, hein, c'est pas fiable à 100%, dans le sens où une borne peut indiquer que tu te trouvais à tel endroit alors qu'en fait tu étais plus loin, parce que justement il n'y a pas énormément de bornes. Alors je sais pas si je me fais bien comprendre, moi je me suis comprise, mais une borne peut te situer à tel endroit et à tel endroit, donc c'est à l'opposé, parce que justement il n'y a qu'une seule borne. Et d'ailleurs je crois qu'on avait vu ce cas dans l'affaire Yara Gambirasio, si je vous dis pas de bêtises. Pour en revenir à ses mouvements, son téléphone n'est plus bornable, on va dire ça comme ça, jusque midi, donc pendant 3 heures environ. Et c'est durant ce laps de temps qu'il est censé avoir livré les couteaux. Donc à partir de midi, son téléphone est de nouveau borné près du centre-ville, là où se trouve son atelier. À partir de 13 h, son téléphone borne dans son appartement, puis de nouveau peu avant 16 h, jusque tard dans la soirée. C'est-à-dire au moment où les voisins ont accompagné Sebastiano au commissariat. Jusque-là, on va dire que ça conforte ses déclarations, même si pour le moment, compte tenu de l'autopsie, finalement on ne sait pas vraiment si Liliana est morte le 14 décembre. Mais en tout cas, ça conforte les déclarations qu'il a faites concernant son alibi du 14 décembre. Maintenant, Claudio. Quand il a tenté de joindre Liliana dans la matinée du 14 décembre, son téléphone a systématiquement borné dans son secteur. Donc a priori, il était bien chez lui ou à proximité de chez lui. Bon, je sais que tout ça, c'est pas très clair. Je le conçois moi-même, parce que j'ai eu du mal à compiler... tellement il y avait d'informations dans ce dossier. Mais en tout cas, au niveau des données GPS concernant le 14 décembre, disons que ça n'apporte rien à l'enquête parce que ça conforte les alibis des deux hommes. Et concernant les caméras de la ville pour la journée du 14 décembre, bien là encore, ça ne va pas nous apporter grand-chose. Ce que l'on peut voir, c'est qu'à 12h30, la voiture de Claudio roule à proximité du domicile de Liliana, puis il repasse devant chez elle vers 13 h 40. Ce qui correspond là encore à ses déclarations, puisque souvenez-vous qu'il avait expliqué aux enquêteurs qu'il avait roulé près de chez elle pour voir si elle se trouvait dans les parages. C'est pas énorme comme info, ça, je sais. Mais, et c'est là que ça devient, on va dire, peut-être un peu plus intéressant, 3 témoins se présentent au commissariat pour faire des déclarations concernant le 3 et le 4 janvier, donc l'avant-veille et la veille de la découverte du corps. Ce sont des personnes qui déposent indépendamment les unes des autres, donc elles ne se connaissent pas, et elles déclarent que le soir du 3 et du 4 janvier, elles ont croisé un homme d'un certain âge près de l'hôpital psychiatrique. Il rôdait comme s'il faisait des repérages, mais impossible d'en faire une description précise, si ce n'est qu'il avait sans doute une barbe et qu'il était de grande taille ou de taille moyenne. Là encore, on a un nom en tête, un homme grand de taille avec une barbe. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de description précise et encore une fois, la datation de la mort n'est pas précise et ne colle pas avec le dossier. Donc quand bien même Sebastiano se serait baladé près de l'hôpital psychiatrique le 3 ou le 4, ouais, ok, mais il y a de fortes chances que sa femme soit morte le 14 décembre. Donc il a le droit de se balader là où il veut le 3 ou le 4 janvier. Et c'est vrai que ce dossier n'est pas simple, objectivement. On a d'un côté un mari qui a un alibi flou pour le 14 décembre et qui aurait un mobile. Et d'un autre côté, on a un amant qui a des intuitions assez problématiques, mais qui n'a aucun mobile. Même l'autopsie n'a pas permis de mettre en évidence des preuves qui pourraient incriminer qui que ce soit dans ce dossier. D'ailleurs, d'après les médecins légistes, il n'y a pas eu d'homicide. Et c'est là qu'entre en scène notre troisième suspect, Fulvio Covalero. Je vous l'ai déjà présenté tout à l'heure, c'est un copain de longue date de Liliana qui buvait occasionnellement un café avec elle. Jusque-là, rien à dire sur lui. Si ce n'est que les enquêteurs tombent sur un message qu'il a posté sur Facebook à la fin du mois de décembre. Un message très bizarre. Liliana était portée disparue, tout le monde se mobilisait pour la retrouver, son entourage postait des avis de recherche sur les réseaux, et Fulvio a posté un message dans lequel il a écrit «
Selon moi, la priorité est de retrouver son corps. Savoir qu'il a été abandonné quelque part comme s'il s'agissait d'un déchet, ça fait mal. Vous l'aurez compris, il y a deux choses qui sautent aux yeux. Comment peut-il savoir que Liliana est morte? Et comment a-t-il deviné qu'elle a été balarguée comme un déchet? Je sais pas, en fait dans cette histoire, je crois que tout le monde a envie d'être suspecté, j'ai l'impression. Cela dit, quand je parle de suspect, gardez bien en tête que c'est officieux, hein, c'est-à-dire que les trois hommes ne sont pas officiellement inscrits comme suspects dans le dossier d'enquête. Hein. Le terme italien, c'est indagato. Et sachez qu'à partir du moment où vous êtes indagato dans un dossier en Italie, ça va swinguer pour vous. Donc même si les trois hommes sont suspectés par les enquêteurs, parce qu'il y a quand même des éléments suspects qui les entourent, bah, ce qui bloque, c'est l'autopsie. Les conclusions ont été claires, il s'agit d'un suicide. Mais si c'est vraiment ce qu'il s'est passé, bah, quelle aurait été la raison? Ok, on va partir du principe qu'elle a décidé de se tuer, pas de problème. Mais pourquoi? Liliana ne semblait pas dépressive avant sa disparition. D'ailleurs, la veille de sa disparition, justement, elle et Sebastiano ont dîné chez des amis à Trieste. Les amis en question ont été interrogés et rien ne leur a sauté aux yeux. Liliana était comme d'habitude. Et Sebastiano était parfaitement normal aussi. Et pour info, l'ami qui les a reçus n'apprécie pas spécialement Sebastiano. Pourtant, elle affirme qu'il n'avait pas l'air suspect, qu'il était parfaitement normal. Donc, pourquoi je précise ça? Parce que généralement, quand quelqu'un ne vous aime pas, il va vous charger. Et là, c'est pas ce qui s'est passé. Elle a dit que la soirée s'est bien passée, si ce n'est que Sebastiano ne s'entendait pas avec l'une des convives. Et Liliana paraissait normale. Bon, en soi, je sais que ça veut rien dire. Une personne peut très bien montrer un sourire en public et se sentir profondément mal à l'intérieur. Cela dit, ce qui est troublant dans ce cas de figure, c'est que, en dehors de toutes les bizarreries de cette affaire, Liliana a retiré plusieurs milliers d'euros les 3 mois précédant son soi-disant suicide. Vous vous souvenez qu'on a retrouvé beaucoup d'argent en liquide caché dans ses affaires. C'est comme si elle préparait sa fuite. Ça donne pas l'impression qu'elle voulait en finir avec la vie, ça. Et l'entourage de Liliana est convaincu, lui aussi, qu'elle ne s'est pas donné la mort. Il pense que c'est Sebastiano qui a tué sa femme pour l'argent. En fait, ce qu'il ressort de l'enquête au fil des mois, c'est que Liliana aidait financièrement son frère, Sergio, mais également le fils de Sebastiano, Pier Giorgio. Mais depuis quelques mois, elle ne voulait plus aider le fils de son mari, parce qu'elle ne s'entendait pas plus que ça avec lui. D'après l'entourage de Liliana, c'était une femme très gentille, très douce, elle n'aimait pas du tout le conflit, mais elle leur aurait confié qu'elle n'aimait pas aider son beau-fils financièrement. Et si en plus elle quittait Sebastiano, il se retrouverait sans le sou, ou presque, puisque souvenez-vous que tout était au nom de Liliana. Donc la théorie de l'entourage de Liliana, y compris la théorie de Claudio d'ailleurs, c'est que Sebastiano s'est débarrassé de sa femme pour toucher son héritage. Ok, mais encore une fois, il n'y a aucune preuve matérielle de son implication. Et l'autopsie a conclu qu'il n'y a pas eu d'homicide. Donc c'est sans grande surprise qu'au mois de février 2023, soit 1 an après la découverte du corps de Liliana Rezinovic, le parquet demande le classement sans suite de l'affaire. Le procureur estime que la mort pourrait être volontaire. C'est donc un suicide. Autant vous dire que la famille Liliana n'a pas du tout accepté cette décision. Mais même aux yeux du public, ça paraît insensé. Il n'y a rien qui va dans ce dossier. Bon, encore une fois, qu'on ne sache pas précisément ce qu'il s'est passé, ça s'entend. Mais de là à conclure à une mort volontaire. Et c'est d'ailleurs ce que pense également le juge d'instruction, puisqu'au mois de juin, il rejette la demande de classement sans suite et il ordonne une nouvelle enquête pour homicide. Parce que bon, faut pas déconner. Donc on reprend tout depuis le départ. Et pour ce faire, il est nécessaire de procéder à une nouvelle autopsie pour clarifier les causes de la mort. Parce que c'est un peu ça le point de départ. Et c'est l'un des médecins les plus réputés d'Italie qui devra réaliser l'autopsie, Cristina Cataneo. Le corps est exhumé au mois de février 2024 et cette fois les résultats sont totalement différent, mais on s'en serait douté. D'après l'équipe du médecin légiste, le corps de Liliana présente une fracture de la main, de la vertèbre thoracique, ainsi que des lésions hémorragiques au niveau du visage, du muscle temporal gauche et de la main droite, qui ne sont pas dues à une chute accidentelle. Bon, je vous dis ça comme si je savais de quoi il est question, alors que pas du tout, je ne sais pas ce que ça veut dire, si ce n'est qu'il n'y a pas eu d'accident. Il y a eu de la violence, en tout cas au niveau du visage, de la poitrine et de la main. Et la cause de la mort est bien l'asphyxie, mais mécanique. Elle a probablement été étouffée. Conclusion, la thèse du suicide est très peu probable. Concernant l'heure de la mort, là encore, c'est pas très clair, parce que le corps était vraiment bien conservé, et je vais tenter d'expliquer ce que moi j'ai compris
avec mes mots à moi et j'espère que je ne vais pas me tromper, mais je pense vraiment que j'ai bien compris. Alors en gros, le bol alimentaire de Liliana correspond à ce qu'elle a mangé le matin du 14 décembre et ses poils étaient courts. Donc le plus probable, c'est qu'elle est morte le 14 décembre aux alentours de 11 h du matin compte tenu de l'état de digestion des aliments qu'elle avait mangés. J'espère que c'est clair. Le problème, et je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est que le corps était vraiment bien conservé quand on l'a retrouvé, alors qu'il était censé avoir macéré pendant 3 semaines dans ce parc. C'est comme s'il avait été conservé au frais ailleurs pendant 3 semaines. Puis déposé dans le parc. Ça reste quand même l'une des plus grandes énigmes dans ce dossier. Mais le plus important, on va dire, d'après les conclusions de cette seconde autopsie, c'est que c'est plus que probable qu'il s'agit d'un meurtre. Et bien sûr, tous les regards se tournent vers Sebastiano. Au mois d'avril, son domicile est une nouvelle fois perquisitionné, mais bon, vous vous doutez bien qu'après plus de 3 ans, s'il devait y avoir eu quelque chose, il s'en serait débarrassé, pas comme notre Sabah Khan. Donc, voilà. Bon, de toute façon, à ce stade de l'enquête, la police elle-même ne sait pas ce qu'elle doit rechercher ou trouver. Les enquêteurs ont embarqué avec eux des couteaux et des vêtements. Et Sebastiano a bien sûr réagi à la suite de cette perquisition et il affirme qu'il n'a rien à voir avec la mort de sa femme. D'ailleurs, au moment où elle a quitté leur domicile le 14 décembre 2021, il n'était même pas dans les parages. Et c'est vrai que son téléphone borne de l'autre côté de la ville. Il ne pouvait pas être à 2 endroits différents en même temps. À moins que la femme qu'on aperçoit sur les caméras de surveillance ne soit pas Liliana. Ceux qui croient que Sebastiano est impliqué dans le meurtre de sa femme pensent qu'en fait, ce matin-là, il a tué Liliana dans l'appartement, puis il est parti travailler comme si de rien n'était. Il a ensuite retourné chez lui et il s'est débarrassé du corps dans le parc. Ce qui expliquerait la raison pour laquelle Liliana avait sur elle un sac d'été qui ne contenait pas son portefeuille, ses clés et ses téléphones. En gros, il aurait pris un sac au hasard dans l'appartement. Mais la vendeuse de fruits et légumes est sûre d'avoir vu Liliana ce matin-là et la tenue qu'elle a décrite aux enquêteurs correspond à celle que portait Liliana quand on a retrouvé le corps. Donc l'autre théorie, c'est que Liliana est effectivement sortie de chez elle ce matin-là et sur la route, elle est montée en voiture avec quelqu'un qu'elle connaissait. Suffisamment en tout cas pour monter en voiture avec. Et ce serait quelqu'un de très proche qui lui a ensuite fait du mal. Ça pourrait être son mari, son amant ou un ami. Ok, mais ça n'explique toujours pas la raison pour laquelle elle n'a rien pris avec elle en sortant de chez elle. Et les mois qui suivent, l'enquête est au point mort. Alors oui, l'autopsie a conclu à un homicide probable, mais en termes de preuves, on en est au même point qu'en 2022, avec en plus le désavantage du temps qui est passé. Mais au mois d'avril 2025, donc le mois dernier, coup de théâtre, ou pas, Sebastiano est officiellement inscrit au registre des suspects pour le meurtre de son épouse. On appelle ça indagato en Italie, comme je vous l'ai dit. Et pour ceux qui suivent les affaires italiennes sur ma chaîne, une fois indagato, c'est complicato de revenir en arrière, n'est-ce pas? Alors, sur quoi le procureur s'est basé pour le désigner officiellement comme suspect? Écoutez, pour le moment, on n'a pas tous les éléments puisque c'est frais, mais j'imagine que dans les mois à venir ou les semaines à venir, ce sera clarifié. Petite info de dernière minute, les gars, qui pourrait expliquer cette notification. Donc, la raison pour laquelle il a été enregistré sur le registre des indagati. Alors, j'ai lu dans un journal italien que Sebastiano est soupçonné d'avoir en fait modifié ses rushs vidéo pour se créer un alibi. Vous savez, les essais vidéo là qu'il dit avoir fait à vélo dans l'après-midi du 14 décembre 2021. Apparemment, il y a de gros doutes sur l'authenticité de la date, ou plutôt on le soupçonne d'avoir fait des découpes pour créer une continuité des rushs. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. Pour moi, c'est pas encore hyper clair. Si des Italiens passent par là, je suis preneuse. Donc voilà, fin de la petite parenthèse qui va, je le sais, gâcher mon super montage, mais c'est la vie. Et le lendemain de sa notification sur le registre des suspects, Sebastiano prend ses clics et ses claques et il part faire un road trip à bicyclette en Autriche, ce que les médias n'ont pas manqué de faire remarquer. Pourquoi le suspect numéro 1 se tire aussitôt qu'il est officiellement suspecté? Alors pour sa défense, parce qu'il en faut quand même, l'Autriche c'est vraiment à côté de Trieste. En gros, tu remontes la Slovénie et tu y es en moins de 2 heures en voiture. Bon, c'est quand même 10 heures à vélo environ, mais Sebastiano est passionné de road trip à vélo. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse avocat de la défense. Sebastiano a bien sûr réagi et il a tenu à nous rassurer. Il n'a pas pris la fuite, loin de là. Il a simplement besoin de se reposer l'esprit avec tout ce qu'il s'est passé dans sa vie. Et une semaine après, il est de retour à Trieste. Donc pas de panique. Et petite parenthèse très utile dans ce dossier, je trouve, Sebastiano défend lui aussi la thèse de l'homicide. D'après lui, sa femme ne s'est pas donné la mort, quelqu'un lui a fait du mal. Donc soit il n'a vraiment rien à voir avec le présumé meurtre de sa femme, puisqu'il n'aurait aucun intérêt à soutenir une thèse qui l'incrimine, soit il est très malin. Si le suspect numéro 1 affirme lui aussi qu'il y a eu meurtre, alors il n'a peut-être rien à voir avec ça, non? Mais, et c'est ce qui rend les affaires italiennes passionnantes, n'est-ce pas? Au mois de mai 2025, donc là en ce moment même, nouveau rebondissement.
Giacomo Molinari, l'un des techniciens qui a participé à la première autopsie en janvier 2022, se présente spontanément aux autorités pour déclarer qu'il aurait pu causer accidentellement la fracture vertébrale en manipulant le corps en 2022. Donc cette fracture ne doit pas être prise en compte dans le cadre de l'enquête. Alors ce qui conforte cette déclaration, c'est que lorsque le corps de Liliana a été soumis à un scanner en janvier 2022, il n'y avait pas de fracture à cet endroit. Donc c'est effectivement possible qu'il l'ait faite lui-même après le scanner. Cela dit, ça exclut pas toutes les autres blessures qu'elle portait au visage et sur le corps. Et je vous assure que si vous regardez les photos, vous-même, vous allez comprendre à quel point c'est sérieux. Alors pour l'heure, l'enquête est toujours en cours et j'espère pouvoir vous tenir informé rapidement de la suite de l'instruction, même si mon petit doigt me dit que maintenant qu'il est indagato, ça va être le grand 8 pour Sebastiano. Donc comme on dit, wait and see, aspettiamo. Voilà tout ce que j'avais à vous donner sur cette affaire. Bon, je vous avoue que c'était long, très long même. Là, je suis en PLS, pour être honnête. Dites-vous que j'ai dû manger peut-être 10 heures de documentaire pour bien comprendre cette affaire. Et j'ai même regardé une partie des vidéos de Bougalala sur cette affaire, puisqu'elle en a fait plusieurs. C'était énorme. Donc voilà, bon, vous, je sais pas ce que vous en avez pensé de l'affaire en elle-même. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu perdue. Il n'y a rien qui va. Tout le monde cherche à être suspecté, on dirait. Après pour Sebastiano, écoutez, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'échappe dans cette histoire et je sais pas ce que c'est exactement. Donc à moins d'avoir une preuve de l'extrême prochainement, je reste sceptique. Et avant que j'oublie, vous vous souvenez de l'affaire Stasi que je vous glisse ici ou là, il y a du nouveau en Italie. Alors déjà, il a obtenu sa libération conditionnelle récemment. Et là, dernièrement, il y a quelques jours, je crois, le parquet a décidé de procéder à une nouvelle perquisition, une perquisition tout court, au domicile d'Andrea Sempio. Pour ceux qui avaient suivi l'affaire, c'est l'ami du frère de Chiara, celui qui avait été suspecté un temps par la famille de Stasi et peut-être par le procureur, je ne me souviens plus. Enfin bref, je vous en dévoile pas plus pour vous laisser la possibilité de découvrir ça par vous-même et je crois que c'est l'affaire italienne la plus intéressante que j'ai faite sur ma chaîne. Je vous assure que c'est l'affaire qui m'a le plus frustrée, mais pour laquelle j'ai pris, je vais pas dire j'ai pris de l'intérêt à la faire, du plaisir à la faire, pardon, parce qu'on prend pas de plaisir en fait à parler d'histoire de meurtre, mais j'ai été très intéressée. Il y avait, j'avais envie de chercher en fait à chaque fois des informations supplémentaires tellement l'histoire était intéressante. Donc je vous conseille d'aller la regarder. Et à présent, je peux aller mourir en paix parce que je suis KO. Donc, ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. A questo punto, chi può averla uccisa e perché? Guarda, ci sono voluti 3 anni per arrivare a questo punto. Quanto tempo è stato perso? Questo mi sto domandando io. Ma diciamo che ci sono dei sospetti, non è che ho la certezza matematica, però... Li ha mai comunicati al magistrato? No, sono sospetti. No? Io sono stato sentito nei primi mesi del 2022. E anche a lei chiedo da chi, secondo lei? È una bella domanda. Risponderò non per copiare, che anch'io ho una mia idea, ma è difficile esporla perché in teoria e diciamo pure in pratica le prove devono essere ancora dimostrate, cosa che non è stata fatta finora, se vogliamo. Però gli indizi ci sono.